laisse la parole à Maître Boucrier, donc le président du prix qui va être remis aujourd'hui. Bon, quelques mots très rapides, chers amis, à propos de ce troisième prix de la presse libre française qui constitue cette année, selon l'expression consacrée dans le Bordelais d'où je viens, un très grand cru. Et ce pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que l'équipe initiale qui avait initié ce prix en 2019 a été rejointe cette année par deux nouvelles revues. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce prix, qu'il avait été imaginé par Francis Bergeron et qu'il regroupait à l'origine deux revues, le quotidien Présent et l'excellente revue littéraire Livre Arbitre de notre ami Patrick Wagner qui est là. Voilà. Et cette année, c'est avec joie que nous avons accueilli la revue Le Bien Commun de François Belker et la revue Politique Magazine de mon vieil ami, pas par âge, mais depuis des années que je le connais, Hilaire de Crémier. Donc c'est très bien que plusieurs revues viennent en quelque sorte rejoindre le duo de tête et on peut espérer que le désormais quatuor sera rejoint par d'autres revues, que ce soit des revues internet ou des revues papier. La deuxième raison du succès de ce prix cette année, c'est effectivement la participation tout à fait remarquable, aussi bien des auteurs que des lecteurs, puisque cette année nous avons quasiment eu 1000 votants, donc c'était quand même un travail assez important pour sélectionner et pour ne pas qu'on nous compare à Joe Biden, donc il a fallu bien évidemment qu'il n'y ait aucun vote, même si c'était un vote par correspondance. Et donc on peut aussi présager que l'année prochaine, le nombre de votes augmentera encore. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que l'intérêt qui a été manifesté tant par les lecteurs que par les auteurs pour obtenir ce prix montre que ce prix, qui en est donc à sa troisième édition, eh bien, commence à séduire, intéresse de plus en plus, car de même qu'on ne fait pas la queue devant un cinéma où on ne passe pas de film, on ne concourt pas pour un prix qui n'intéresse personne. Alors, avant de parler de notre lauréate, je voudrais avoir quelques mots pour les trois auteurs qui sont arrivés dans le peloton de tête. En quatrième position, le professeur Jean-Claude Martinez pour son livre Une nouvelle ère, le coronalytique. Alors c'est vrai que je confesse qu'en tant que président du prix, cela m'a fait très plaisir de lui remettre ce prix pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il ne s'en souvient sans doute pas, mais la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 1988, entre les deux tours des élections présidentielles, et c'était au cours d'une réunion, d'une conférence organisée par un saint homme cher au cœur de Présent et de Jean Madiran. C'était une conférence de Don Gérard. Et finalement, une telle rencontre sous un tel patronage ne pouvait donner que de bons fruits. Alors la deuxième raison pour laquelle j'aurais bien aimé le remettre, c'est que généralement ce sont les professeurs qui remettent les prix à leurs élèves. Là, cette fois-ci, ça aurait été l'élève que je suis resté qui aurait remis ce prix à son professeur. Et la troisième raison, eh bien, c'est que cet essai est un essai d'une grande qualité qui, comme tous les livres que Jean-Claude Martinez publie depuis une trentaine d'années, et c'est ce que j'avais écrit dans Présent, est un jaillissement, un feu d'artifice d'intelligence et de réflexion que l'on adhère totalement ou non aux conclusions du livre. Mais je peux le rassurer, comme de toute façon il publie à peu près un livre par an, eh bien, il pourra concourir l'année prochaine pour le prix 2022. Alors, j'ai retrouvé que dans un livre de Jean-Claude Martinez, un livre de politique fiction qu'il avait écrit en 1988, les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée, dans les remerciements, il saluait son proche en imagination, le jaillissement de son proche en imagination, et il se trouve que son proche en imagination en 88 est celui qui est arrivé en troisième position cette année, qui est Guillaume Faye, qui est décédé l'année dernière et qui, en quelque sorte, à titre posthume, Guillaume Faye a obtenu un certain nombre de suffrages assez importants pour son roman Néderlande.
ce roman, bien qu'il ait obtenu pas mal de suffrages, n'a pas réussi à coiffer au poteau celui qui est arrivé en seconde position, Franck Bulleux, pour un essai que je vous recommande, qui s'appelle « La guerre sociale qui vient », où Franck Bulleux décortique toute la nébuleuse d'extrême gauche ou d'ultra-gauche, que ce soit celle passée comme Action Directe ou aujourd'hui celle des Black Blocs. Et je dois dire que cet essai constitue en quelque sorte le livre de référence sur ce sujet, et donc il méritait effectivement tout à fait cette deuxième place qu'il a obtenue. Alors, l'extrême gauche, dont on sait toute l'influence qu'elle a eue sur mai 1968 et sur ses succès d'année, me permet d'arriver tranquillement vers notre lauréate, Gabrielle Cluzel, pour son très bel essai Enraciné, nous sommes tous des héritiers. Non pas que Gabrielle Cluzel ait quelque accointance avec l'extrême gauche, mais au contraire, parce qu'elle en constitue, je dirais, véritablement l'antithèse. Alors dans cet essai, Gabrielle Cluzel, que je connais aussi depuis de très nombreuses années, je ne vous dirai pas 30 ans, parce que vous me direz, c'est pas possible, il y a 30 ans, elle n'était pas née quand on la regarde, mais il y a de très nombreuses années. Gabrielle Cluzel, très provocatrice, comme elle sait l'être, a décidé de réhabiliter ce qu'elle appelle la France blanquette de veau, qui a été moquée par Emmanuel Macron, et surtout, elle s'est mise en tête de réhabiliter la bourgeoisie. Elle s'est mise en tête de réhabiliter le bourgeois, ce qui peut paraître surprenant dans la mesure où désormais le terme de bourgeois est devenu aussi bien pour l'extrême gauche que pour ce qu'on appelle l'extrême droite une insulte. Le bourgeois qui renvoie souvent à ce cuistre, à celui que, pour paraphraser Léon Daudet, considère que ses ennemis sont ceux qui ont raison en politique. Mais dans l'esprit de Gabrielle Cluzel, cet esprit bourgeois qu'elle défend, qu'elle réhabilite, et c'est là un petit peu, je dirais, tout le talent de son ouvrage, cet esprit bourgeois, c'est pas du tout à cela qu'elle pense. Elle pense à cet esprit, à cette France, certes imparfaite, qui existait avant 1968, cette France dans laquelle, eh bien, la politesse, la galanterie, l'amour du pays, l'amour du sol, l'amour du travail, la discipline, l'autorité, le respect dû aux professeurs, eh bien, toutes ces valeurs avaient encore un sens, avaient encore une signification, et on pouvait effectivement défendre et respecter l'ensemble de ces valeurs, auxquelles on peut ajouter, je dirais, parce que maintenant il ne faut plus le dire, ce qu'on appelle le charme, l'éternel féminin, le respect dû aux femmes, ce qui n'empêchait bien évidemment pas de les courtiser. Eh bien, toute cette France, en quelque sorte, qui a disparu, eh bien, Gabrielle Cluzel, j'ai envie de dire, la réhabilite et nous rappelle un petit peu ce qu'elle était. Et dans son esprit, bien évidemment, l'esprit bourgeois ne renvoie pas du tout à une classe sociale ou même à un niveau d'éducation ou de culture, mais bien évidemment à cet état d'esprit de respect qui pouvait exister. Alors, avec l'ironie mordante que nous lui connaissons et avec sa petite musique bien à elle, avec son ton qui lui appartient si bien, eh bien, elle dénonce avec talent toutes les métastases de 68ardes qui ont infiltré le corps social français depuis 1968. Et ces métastases, nous les connaissons tous. Le féminisme, l'antiracisme, l'homosexualisme, le climato-réchauffisme, le laïcisme, et j'ajouterai maintenant le covidisme. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier que le slogan de mai 1968, c'était « Il est interdit d'interdire », et malheureusement, on ne peut que constater que la génération de 68, eh bien, finalement, a débouché sur une société où maintenant tout débat est interdit, toute confrontation est interdite, et cette société, soi-disant qu'il fallait interdire, eh bien, est devenue la société des interdits et des tabous. Alors, le livre de Gabrielle Cluzel, je crois qu'on peut le dire, quand on le lit, peut peut-être sembler un petit peu léger de prime abord, mais pas du tout. Je crois que ce livre nous indique le paradigme qu'il faut suivre désormais dans toute action politique, et c'est, je pense très sincèrement, tourner définitivement le dos à l'esprit de mai 68 qui étouffe la société française depuis plus de 50 ans. Je vous remercie.
C'est donc avec, je vais leur demander de venir, François Belquière est là, Hilaire, venez, vous êtes comme à l'origine, Patrick Wagner, il est là, Francis, c'était comme à l'initiative du prix, donc venez m'entourer quand même, venez entourer notre lauréat. Donc, Gabriel, on te remet ton diplôme, voilà, prix, voilà. Donc, tu es donc la troisième lauréate de ce prix. Je vais chercher un stylo. Et ça, voilà, un cadeau de Charles. Ah là là, alors attends, voilà. C'est Noël, c'est un peu l'école des fans. Super, alors, c'est aussi bien. Alors, la génération. Oh là là! Génial! C'est magnifique, merci infiniment! Oh là là! Elle se ressemble. Ah oui, je me reconnais! Donc de chat! Je te cède la parole. Alors moi, je merci mille fois, vraiment, je suis très touchée. Ça, c'est un prix qui n'a pas de prix. Moi, je suis venue avec un petit papier parce que je ne suis pas avocate et je n'ai pas les talents d'orateur de Thierry, donc je ne vais pas m'exprimer comme ça à cappella. Et l'avantage d'avoir un petit papier, c'est comme les sermons du prêtre, c'est qu'on voit quand arrive la fin. Voilà. Alors merci chers amis pour ce prix qui me touche et m'honore. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci en particulier à Thierry Bouclier. Merci à Francis Bergeron, présent, à Patrick Wagner de Libre Arbitre, voilà, et à François Belquière du Bien Commun et à Hilaire de Crévier de Politique Malégalie. Alors à travers ce livre, ça a tous les enracinés que vous rendez hommage, les bouseux, les radis, comme les a désignés avec un certain mépris Jacques Attali, les demeurés de l'histoire, pour reprendre une expression chère à Chantal Delsol. Elle l'a appliquée au populisme, mais ça s'applique assez bien aux enracinés. Alors certains ici, ça je voulais initialement appeler ce livre « Vive la bourgeoisie blanquette de veau ». Mais mon éditeur craignait qu'on perde les libraires et que ça se retrouve dans le rayon cuisine. Surtout avec une femme en auteur, parce qu'il y a des présupposés sexistes qui restent dans ce pays, je tenais à dire. Cette catégorie sociologique n'est pas de moi, il faut rendre à César et à Emmanuel Macron ce qui lui appartient, puisque Thierry, tu l'as dit, c'est lui qui l'a inventé lors de sa campagne électorale, et on parlait de l'ouverture des commerces le dimanche, et il a raillé la blanquette de veau en famille des petits bourgeois, des immobiles. Donc, qui lui disait, voilà, alors finalement, cette ouverture des magasins de dimanche dérange cette bourgeoisie blanquette de veau. Et je me suis dit, mais finalement, c'est toujours nos adversaires qui parlent le mieux de nous. Quelle merveilleuse trouvaille! C'était la blanquette de veau, c'est le plat préféré du commissaire Maigret. Cette blanquette, elle fleure la France pompidolienne, tranquille et prospère. C'est la bourgeoisie blanquette de veau qui habitait les jolies maisons anciennes de centre-ville, aujourd'hui délaissées, parce qu'on leur préfère les pavillons neufs en périphérie avec le barbecue au milieu. C'est elle qui allait dans le petit théâtre rococo, désormais fermé, sauf quand, pour faire chic, on y joue une pièce contemporaine inepte. Le secret de la blanquette de veau, c'est sa sauce, son liant. Ça, c'est le vrai vivre ensemble. Et sans liant, on finit par mourir seul. En éradiquant ces valeurs édictées bourgeoises, quand elles étaient en réalité dans un village aussi bien partagé par le paysan que le hobereau, on a fait disparaître le lien social. Plus de codes, donc plus de conventions, réputées hypocrites. Et c'était un maillage fort qui unifiait, un référentiel commun hérité des valeurs chrétiennes, parce qu'évidemment la politesse, les bonnes manières, le savoir-vivre sont enfants de charité. La rigueur, la ponctualité, l'amour du travail bien fait, le sens du devoir sont une déclinaison profane des règles bénédictines. Et je me souviens d'un vieux prêtre qui me disait « Mais pourquoi vous croyez qu'en Afrique, on va chercher des Français, quelquefois qui sont venus cacher leur misère familiale, d'ailleurs, qui ne croient plus ni à Dieu ni à diable au fond de l'Afrique, mais on les choisit pour diriger telle usine
ou telle entreprise, parce qu'ils ont gardé au fond cette rigueur et ce goût du travail bien fait qui est proprement français et même, pourrait-on dire, chrétien. Alors aujourd'hui, cette petite bourgeoisie de province semble s'éteindre. En tout cas, elle devient invisible. Et la faute en revient évidemment à ceux qui n'ont cesse de la dénigrer jusqu'à en faire un repoussoir. Et Emmanuel Macron savait que ce qu'il faisait en usant de ce ton sarcastique, en usant de cette expression qui démonétisait leur cause. Et ils sont décrédibilisés, ils se sentent parfois dimis dans leur propre pays. Qui oserait aujourd'hui se revendiquer bourgeois? Et en fait, Thierry Bouclier l'a dit, de l'extrême gauche à l'extrême droite, le bourgeois, c'est toujours l'autre. Le mot est une insulte. Et tout le monde déteste les bourgeois, et en fait, par cette arme de dépréciation massive qui joue sur l'ambiguïté que tu as bien noté de la définition du bourgeois, eh bien, c'est une dépréciation massive des mœurs policées qui irriguaient notre société. Et je peux vous en citer un exemple simple, c'est qu'on dit le mariage, c'est une institution bourgeoise. On voit bien quand on lit La fille du puisatier que quel que soit le milieu, y compris celui du puisatier, eh bien, on accordait une grande importance à cette institution. La cravate, c'est bourgeois, mais elle n'est pas mise par Bernanos, petit-fils Black Bloc du célèbre... malheureusement, je suis navrée, mais je suis obligée de parler de lui en mal. Et elle n'est pas bien élevée, sa descendance. Mais en revanche, elle est mise préférentiellement par le petit apprenti pâtissier qui a fait son CAP au mérite et qui aujourd'hui sert des clients bobos qui, eux, ne prennent pas la peine de s'habiller pour aller dîner dans des restaurants huppés et étoilés. Alors on se gratte la tête, moi je vois ça dans sur tous les plateaux télévisés, pour analyser la désertification des territoires. Il ne faut plus dire les terroirs, il faut dire les territoires, c'est bullshit. Mais en fait, le prisme marxiste ou libéral oblige, parce que finalement c'est le même, on ne s'intéresse qu'aux facteurs économiques. Donc on évoque éventuellement l'insécurité culturelle suscitée par l'immigration, mais en fait celle-ci a été accélérée par l'effacement du tissu social. Et l'agonie des villes moyennes, évidemment, c'est pas qu'affaire de grandes surfaces qui a été installée au mauvais endroit, c'est tout un mode de vie qui a été banni et c'est toute une détestation de soi. Donc de centralisation, délocalisation, de suppression de tribunal en dissolution de garnison, de fermeture de maternité en dépôt de bilan d'usine, et bien, au prétexte d'une rationalité d'ailleurs qui peine à faire ses preuves, et bien le tissu social a été détricoté sans que nul ne s'inquiète des conséquences sociologiques de cet exode de juges, de médecins, de militaires et de cadres. Et aujourd'hui, des maires sans vision pensent compenser par des logements sociaux et imaginant les individus interchangeables, ils pensent qu'un migrant arrivé de l'Afrique, de la veille d'Afrique subsaharienne, pourra se substituer à n'importe quel Français aux aïeux enterrés dans le cimetière d'à côté. Et puisqu'on parle des cimetières, eh bien, la lignée est méprisable et mépriserait. Tu honoreras ton père et ta mère, eh bien, qui imprégnaient notre civilisation, c'est-à-dire et honorer aussi leur mémoire et leur héritage, ça disparaît parce que la famille a été piétinée. Elle est piétinée parce qu'elle est le premier enracinement, le premier moule qui s'impose à vous et vous oblige, et en fait elle est un lieu de valeur réputé détestable. C'est un lieu d'autorité entre enfants et parents, c'est un lieu d'identité, de tradition commune, un lieu de transmission d'un patrimoine génétique, matériel, culturel. Et c'est même, on va oser le mot, un lieu d'exclusion, parce que j'ose le dire, je préfère mes enfants à ceux du voisin, et je défie quiconque de me dire le contraire. Alors évidemment, tout n'est pas pavé de rose, hein. On a tous lu Poil de carotte, mais néanmoins, cette famille, eh bien, il faut la préserver. Et le pays, c'est la famille des familles, et chaque famille est finalement un peu dépositaire de l'âme française. Donc précipiter évidemment son délitement, c'est précipiter celui du pays. En revanche, sur ce que chacun de nous compte avec fierté, et je compte sur mes enfants pour le faire, leur roman familial, parce que toute famille a un roman familial, que la famille soit sortie de Jupiter ou pas, parce qu'en fait, qui n'a pas un aïeul qui a fait la guerre de 14 et qui n'a pas de belles choses à raconter, eh bien, on raconte un petit bout de ce roman national qui n'est plus raconté dans l'histoire de France et dans les écoles. Donc, je crois que c'est important de transmettre, que chacun transmette ce roman familial.
et avec fierté, qui n'est pas de la vanité ni de l'orgueil déplacé. Il paraît que tout le malheur de l'Allemagne, enfin je sais pas, des germanistes pourraient me dire ça mieux que moi, mais des germanistes chevronnés, est venu du fait qu'ils ont le même mot pour dire fierté et orgueil, dit Stolz, je crois. Et nous, la langue française nous offre deux beaux mots. Alors soyons fiers, et il n'y a aucune vanité à mettre là-dedans. Alors qui l'eût cru, cette bourgeoisie de province, elle est devenue aujourd'hui transgressive. La contre-culture, c'est la sienne. Les braves gens d'hier, chantés par Georges Brassens, sont devenus des gens braves, et inversement, les transgressifs d'hier sont devenus les braves gens n'aimant pas qu'on suive une autre route qu'eux. Ils ont changé de camp. Moi, je peux revisiter une autre chanson de Brassens. Je vous assure que, vous savez, la chanson de l'Auvergnat, je suis sûre que souvent, alors je ne vais pas chanter, je vais vous épargner ça, mais souvent quand je suis seule, sur une chaîne de télé, et ben j'ai envie de changer. Il arrive que certaines personnes volent à mon secours, je ne m'y attendais pas, et je me dis, tiens, bah voilà, elle est à toi cette chanson qui n'a pas applaudi quand les croquants et les croquantes, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir conspuer sur les plateaux de télé. Et ça pourrait se décliner à l'infini. Et puis, on peut dire, comme optimisme, que finalement, on reprochait beaucoup aux bourgeois sa tentation de notabilité. Eh bien, je crois que la détestation dont faut aujourd'hui l'objet de nos mœurs, de notre savoir-vivre, nos familles, eh bien, nous débarrasse de cette tentation de la notabilité. Bref, la contre-culture, c'est la nôtre, la transgression est de notre côté, et aujourd'hui, aller à la messe est beaucoup plus punk et disruptif que défiler à la Gay Pride. La défilé à la Gay Pride, ça vous est recommandé par votre prof, faut quand même le savoir aujourd'hui. Donc c'est à dire aussi à nos enfants. Pourtant, ce bourgeois, et tu l'as dit Thierry, qui n'est rien d'autre qu'un pauvre ayant pris l'ascenseur social grâce à ses efforts, pourtant lui, les valeurs mérite et travail qui ont disparu avec lui. L'école lui donnait avant Bourdieu, en plus de potentialités matérielles, un bagage culturel. C'est fini, le notaire, le médecin, l'industriel sont maintenant des techniciens supérieurs. Pourtant, leur matière reste la pâte humaine, mais c'est constance éternelle, mais ils n'ont pas fait leur humanité. Et comme les autres, ils regardent Hanouna et Ruquier. Alors tout le monde se lamente, il n'y a plus de respect, plus de politesse, plus d'autorité, plus d'honneur, plus de dignité, ma brave dame. Mais à qui la faute? On reconnaît tous qu'il y a un ensauvagement, mais on continue de railler. C'était ce qui l'avait civilisé. Alors je veux aussi, dans cette perte de code et du savoir-vivre bourgeois dont on pourrait beaucoup dire, je voudrais signaler qu'elle a un sujet qui m'est cher, c'est qu'elle a engendré évidemment cette fameuse fabrique des porcs dont on parle aujourd'hui, ces pervers sexuels que l'on balance aujourd'hui en quelques tweets, balance ton porc, vous vous souvenez, s'il est un langage codé, c'était celui des sexes en fait. Il faut lire Galanterie française de Claude Habib pour comprendre à quel point la France, plus encore que l'Italie, je l'ai appris grâce à elle, avait su tisser entre hommes et femmes une dentelle raffinée. Donc on a cassé les codes, dérégulé les relations entre les sexes comme on a dérégulé les marchés. Plus de liberté pour consommer plus vite et plus souvent. Mais en fait, libéraux et libertaires ont les mêmes ressorts. Donc tous les étapes intermédiaires, les avant-contrats fastidieux, comme dans le commerce, fastidieux pour la partie la plus pressée de conclure et de compulsivement consommer, mais qui permettait de construire le consentement et d'y conduire en pleine conscience, c'est-à-dire la cour, les fiançailles, le mariage, ont disparu au profit d'une relation immédiate dont le plus faible, qui est souvent la femme, peut sortir lésée. Alors, si notre monde prend à battre sa coulpe sur la poitrine de ses ancêtres, il l'est beaucoup moins pour faire sa propre repentance. Il est pénible de reconnaître qu'on s'est planté, qu'il n'aurait pas fallu jeter le bébé avec l'eau du bain, papa, maman en même temps, et puis que cet art de vivre qu'on appelait carcan tenait quand même lieu de colonne vertébrale. Et on le voit avec l'affaire Duhamel, c'est-à-dire qu'on voit un glissement sémantique astucieux de la pédophilie vers l'inceste, alors qu'Olivier Duhamel n'était pas le père de l'enfant
qu'on l'accuse d'avoir agressé sexuellement. Il n'était lié à lui ni légalement, puisqu'il n'avait pas adopté, ni biologiquement, mais dans une sorte de confusion, on se plaît à penser que c'est le père, la figure du père. D'ailleurs, je vous invite à lire Libération, je peux vous donner les références, il y a toute une littérature tout à fait intéressante, où ils expliquent qu'une fois de plus, c'est le père, l'homme blanc, père de famille cultivé, bourgeois, qui est coupable. Dans une minute, on va nous dire qu'il a voté Fillon-Le Pen, voilà. Et la boucle sera bouclée, même s'il était vous en souvenez tous, je pense, à la grande fête organisée à Macron pour sa victoire aux élections. Alors, évidemment, on me dit souvent, oui, enfin, toi tu l'as pas vécu, tu idéalises une certaine période, mais les gens qui ont vécu la période d'avant mai 68, ils ont vécu ça comme une forme de libération. Il y avait une espèce de corset qui était très vissé. Et c'est vrai que ne rien devoir à personne, c'est fabuleux. Individuellement, ce fut sans doute une libération, mais en fait, collectivement, c'est une catastrophe. Donc, c'est vrai que ce monde n'était sans doute pas parfait, le signifiant s'était détaché du signifié, sans doute que les mœurs ressemblaient à une liste d'interdits vétilleuses, mais on n'avait pas besoin de tout jeter, on aurait pu le débarrasser des scories et ça aurait été sans doute plus constructif. Alors voilà, pour finir, je voulais dire que ce prix couronne un plaidoyer familial pour les miens passés. Alors je vais le dire parce qu'il y en a un certain nombre de représentants ici. Pour les mecs qui sont à Véronais, je tiens à signaler Thierry Bouvier, ça fait la deuxième fois qu'il couronne un Aveyronais. Bon, Jean-Marie Le Pen n'était pas Aveyronais, mais François Bousquet l'est. Donc voilà, terroir enraciné s'il en est. Et pour les miens passés, et puis j'espère à venir, je remercie mes aïeux pour ce qu'ils m'ont transmis, mais je remercie mes enfants pour ce qu'ils transmettront par avance. Et qui aiment le ciel, la terre, les enfants, les grandes tablées où l'on chante la Madelon et Vert pour le roi d'Angleterre, qui vont à la guerre et ont peur de l'enfer, qui peuplent les monuments aux morts et les cimetières des villages, dont ils ne s'éloignaient jadis que pour être missionnaires et militaires, parce que ces métiers-là aussi, comme celui de paysan, étaient une façon de labourer la terre pour gagner son ciel. Voilà, merci à vous.